INA Podcast. Relisons Les Misérables de Victor Hugo. Découpage radiophonique de Roger Pilaudin. Aujourd'hui, 2e chapitre. En l'année 1817, confié, c'est quelquefois livré, la descente, Javert. Avec dans les principaux rôles, George Wilson, Monsieur Madeleine, Catherine Lecouet, Fantine, Georges Chamara, sociétaire de la Comédie Française, Thénardier, Jean-Roger Caussimon, Javert, Dominique Paturel, Tholomyès, Margot Lion, la Thénardier et Jean Vilar, Victor Hugo. Réalisation, Henri Soubeyran. « 1817 est l'année que Louis XVIII, avec un certain aplomb royal qui ne manquait pas de fierté, qualifiait la 22e de son règne. En cette année 1817, 4 jeunes Parisiens firent une bonne farce. Ces Oscars s'appelaient l'un Félix Tholomyès de Toulouse, l'autre Listolier de Cahors, l'autre Fameuil de Limoges, le dernier Blachevelle de Montauban. Naturellement, chacun avait sa maîtresse. Blachevelle aimait Favourite, ainsi nommée parce qu'elle était allée en Angleterre. Listolier adorait Dahlia, qui avait pris pour nom de guerre un nom de fleur. Fameuil idolâtrait Zéphine, abrégée de Joséphine. Tholomyès avait Fantine, dite la blonde à cause de ses beaux cheveux couleur de soleil. Elle était la seule des 4 qui ne fut tutoyée que par un seul. Fantine était un de ces êtres comme il en éclot, pour ainsi dire, au fond du peuple. Sortie des plus insondables épaisseurs de l'ombre sociale, elle avait au front le signe de l'anonyme et de l'inconnu. Elle était née à Montreuil-sur-Mer. De quels parents, qui pourrait le dire? On ne lui avait jamais connu ni père ni mère. Elle se nommait Fantine. Pourquoi Fantine? On ne lui avait jamais connu d'autre nom. À 10 ans, Fantine quitta la ville et s'alla mettre en service chez des fermiers des environs. À 15 ans, elle vint à Paris chercher fortune. Fantine était belle et resta pure le plus longtemps qu'elle put. C'était une jolie blonde avec de belles dents. Elle avait de l'or et des perles pour dot, mais son or était sur sa tête et ses perles étaient dans sa bouche. Elle travailla pour vivre, puis, toujours pour vivre, car le cœur a sa faim aussi, elle aima. Elle aima Tholomyès. Amourette pour lui, passion pour elle. Tholomyès était l'antique étudiant vieux. Il était riche, il avait 4000 francs de rente. 4000 francs de rente, splendide scandale sur la montagne Sainte-Geneviève. Tholomyès était un viveur de 30 ans, mal conservé. Il était ridé et édenté, et il ébauchait une calvitie dont il disait lui-même avec tristesse « Crâne à 30 ans, genou à 40 ». Un jour, il prit à part les 3 autres, fit un geste d'oracle et leur dit « Il y a bientôt 1 an que Fantine, Dahlia, Zéphine et Favourite nous demandent de leur faire une surprise. Nous la leur avons promise solennellement. Elles nous en parlent toujours, à moi surtout. De même qu'à Naples, les vieilles femmes crient à Saint-Janvier « Faccia gialluta, fa un miracolo !»« Face jaune, fais ton miracle !» Nos belles me disent sans cesse « Tholomyès, quand accoucheras-tu de ta surprise ?» En même temps, nos parents nous écrivent « Si, des 2 côtés. » Le moment me semble venu, causons. Voilà, à mon avis,
il faudrait organiser un dîner. Et à la fin du dîner, on s'assoit. Ah, ça, c'est une idée. Le résultat de ces ténèbres fut une éblouissante partie de plaisir qui eut lieu le dimanche suivant, les 4 jeunes gens invitant les 4 jeunes filles. Mesdames, messieurs, pas de hâte. Mêlons la majesté à la ripaille. Mangeons avec recueillement. Festinons lentement. Pas de zèle, messieurs. L'excès de zèle tue la grâce et la joie des bons dîners. Ah, laisse-nous tranquille, Tholomyès. Ah bah le tyran! Bombarda, Bombos et Bombos. Le dimanche existe. Nous sommes sobres. Tholomyès, contemple mon calme. Tu en es le marquis. Ça veut dire... Amis, remettez-vous. Il ne faut pas que trop de stupeur accueille ce calembour tombé du ciel. Tout ce qui tombe de la sorte n'est pas nécessairement digne d'enthousiasme et de respect. Le calembour est la fiente de l'esprit qui vole. Loin de moi l'insulte au calembour. Je l'honore dans la proportion de ses mérites, rien de plus. Cela concédé, je reviens à mon exhortation. Mes frères, je le répète, pas de zèle, pas de tohu-bohu, pas d'excès, même en pointe, liesse et jeu de mots. Il faut une limite, même au dîner. Vous aimez les chaussons aux pommes, mesdames. Oui, alors. N'en abusez pas. Il faut même aux chaussons du bon sens et de l'art. Goula, punit, goulax. Et retenez ceci, chacune de nos passions, même l'amour, a un estomac qu'il ne faut pas trop remplir. En toute chose, il faut écrire à temps le mot finisse. Il faut se contenir quand cela devient urgent, tirer le verrou sur son appétit, mettre au violon sa fantaisie et se mener soi-même au poste. Je vous recommande la modération dans vos désirs. Vrai comme je m'appelle Félix Tholomyès, je parle bien. Félix, quel joli mot. J'aime ce nom-là. C'est en latin, ça veut dire prospère. Quirites, gentlemen, caballeros, mes amis. Voulez-vous ne sentir aucun aiguillon et vous passer de lit nuptial et braver l'amour? Rien de plus simple, voici la recette. La limonade, l'exercice outré, le travail forcé. Éreintez-vous, traînez des blocs, ne dormez pas. Veillez, gorgez-vous de boissons nitreuses et de tisanes de nymphéas. Savourez des émulsions de pavot et d'Agnus castus. Assaisonnez-moi cela d'une diète sévère, crevez de faim et joignez-y les bains froids, les ceintures d'herbe, l'application d'une plaque de plomb, les lotions avec la liqueur de Saturne et les fomentations avec l'oxycrate. C'est mieux une femme. La femme, méfiez-vous-en. Malheur à celui qui se livre au cœur changeant de la femme. Tholomyès, tu es ivre. Et par Dieu. Alors sois gai. J'y consangle au haro vin. Mesdames, un conseil d'amis. Trompez-vous de voisins si bon vous semble. Le propre de l'amour, c'est d'errer. L'amourette n'est pas faite pour s'accroupir et s'abrutir comme une servante anglaise qui a le calus du scrobage au genou. On a dit l'erreur est humaine. Moi, je dis l'erreur est amoureuse. Mesdames, je vous idolâtre. Toutes. Mesdames, un deuxième conseil, ne vous mariez point. Le mariage est une greffe, ça prend bien ou mal. Fuyez ce risque. Mais bah, qu'est-ce que je chante là? Les filles sont incurables sur l'épousaille. Et tout ce que nous pouvons dire, nous autres sages, n'empêchera point les giletières et les piqueuses de bottines de rêver de Marie enrichie de diamants. Enfin soit. Mes belles, retenez ceci. Vous mangez trop de sucre. Ah non, or écoutez bien. Le sucre est un sel. Tout sel est desséchant. Le sucre est le plus desséchant de tous les sels. Il pompe à travers les veines les liquides du sang. De là, la coagulation, puis la solidification du sang. De là, les tubercules dans les poumons. De là, la mort. Et c'est pourquoi le diabète confine à la phtisie. Donc, ne croquez pas de sucre et vous vivrez. Voilà. Je me tourne vers les hommes. Messieurs, faites des conquêtes. Pillez-vous les uns aux autres sans remords vos bien-aimés. Chassez, croisez. En amour, il n'y a pas d'amis.
Partout où il y a une jolie femme, l'hostilité est ouverte. Pas de quartier, la guerre à outrance. Une jolie femme est un casus belli. Une jolie femme est un flagrant délit. Toutes les invasions de l'histoire sont déterminées par des cotillons. La femme est le droit de l'homme. Ah, ça oui. L'homme qui n'est pas aimé plane comme un vautour sur les amantes d'autrui. Et quant à moi, tous ces infortunés qui sont veufs, je jette la proclamation sublime de Bonaparte à l'armée d'Italie. Soldats, vous manquez de tout, l'ennemi en a. Fantine, embrasse-moi. Souffle, Tholomyès, souffle. Ah, ça, Tholomyès, c'est la surprise. Justement, l'heure est arrivée. Messieurs, l'heure de surprendre ces dames a sonné. Mesdames, attendez-nous un moment. Cela commence par un baiser. C'est déjà amusant. Ne soyez pas trop longtemps, nous vous attendons. Que vont-ils nous rapporter? Pour sûr que ce sera joli. Moi, je veux que ce soit en or. Eh ben, la surprise alors. Oui, à propos, la fameuse surprise. Oui, ils sont bien longtemps. Entrez. Qu'est-ce que cela? C'est un papier que ces messieurs ont laissé pour ces dames. Pourquoi ne pas l'avoir apporté tout de suite? Parce que ces messieurs ont commandé de ne le remettre à ces dames qu'au bout d'une heure. Tiens, il n'y a pas d'adresse. Mais voici ce qui est écrit dessus. Ceci est la surprise. Oh, nos amantes. Sachez que nous avons des parents. Des parents, vous ne connaissez pas beaucoup ça. Ça s'appelle des pères et mères dans le code civil, puérils et honnêtes. Or, ces parents gémissent. Ces vieillards nous réclament. Ces bons hommes et ces bonnes femmes nous appellent enfants prodigues. Ils souhaitent nos retours et nous offrent de tuer des veaux. Des veaux. Nous leur obéissons étant vertueux. À l'heure où vous lirez ceci, 5 chevaux fougueux nous rapporteront à nos papas et nos mamans. Nous fichons le camp, comme dit Bossuet. Nous partons, nous sommes partis. La diligence de Toulouse nous arrache à l'abîme, et l'abîme, c'est vous. Oh, nos belles petites. Nous rentrons dans la société, dans le devoir et dans l'ordre, au grand trot, à raison de 3 lieues à l'heure. Il importe à la patrie que nous soyons comme tout le monde, préfets, pères de famille, gardes champêtres et conseillers d'État. Vénérez-nous, nous nous sacrifions, pleurez-nous rapidement et remplacez-nous vite. Si cette lettre vous déchire, rendez-le lui. Adieu. Pendant près de 2 ans, nous vous avons rendue heureuse. Ne nous en gardez pas rancune. Blachevelle. Fameuil. Listolier. Félix Tholomyès. Post-scriptum. Le dîner est payé. C'est tout de même une bonne farce. C'est très drôle. Ça doit être Blachevelle qui a eu cette idée-là. Ça me rend amoureuse de lui. Et sitôt parti, sitôt aimé. Non, c'est une idée à Tholomyès, ça se reconnaît. En ce cas, mort à Blachevelle et vive Tholomyès. Fantine rit comme les autres. 1 heure après, quand elle fut rentrée dans sa chambre, elle pleura. C'était son premier amour. Elle s'était donnée à ce Tholomyès comme à un mari, et la pauvre fille avait un enfant. Dix mois s'étaient écoulés depuis la bonne farce. Que s'était-il passé pendant ces 10 mois? On le devine. Après l'abandon, la gêne. Entraînée par sa liaison avec Tholomyès à dédaigner le petit métier qu'elle savait, elle avait négligé ses débouchés, ils s'étaient fermés. Nulle ressource. Fantine ne savait plus à qui s'adresser. Elle avait commis une faute, mais le fond de sa nature était pudeur et vertu.
L'idée lui vint de retourner dans sa ville natale, à Montreuil-sur-Mer. Là, quelqu'un peut-être la connaîtrait et lui donnerait du travail, oui, mais il faudrait cacher sa faute. Et elle entrevoyait confusément la nécessité possible d'une séparation plus douloureuse encore que la première. Son cœur se serra, mais elle prit sa résolution. Fantine, on le verra, avait la farouche bravoure de la vie. Elle vendit tout ce qu'elle avait, ce qui lui produisit 200 francs. Ses petites dettes payées, elle n'eut plus que 80 francs environ. À 22 ans, par une belle matinée de printemps, elle quittait Paris, emportant son enfant sur son dos. Quelqu'un qui les eût vues passer toutes les deux eût eu pitié. Cette femme n'avait au monde que cet enfant, et cet enfant n'avait au monde que cette femme. Fantine avait nourri sa fille. Cela lui avait fatigué la poitrine, et elle toussait un peu. Vers le milieu du jour, elle se trouvait à Montfermeil. Comme elle passait devant l'auberge Thénardier, elle s'arrêta devant 2 petites filles qui se balançaient sur une escarpolette. Il y a des charmes, ces 2 petites filles en furent un pour cette mère. Vous avez là 2 jolis enfants, madame. Merci, madame. Asseyez-vous un instant. Je m'appelle madame Thénardier. Nous tenons cette auberge. Et vous, madame, vous n'êtes pas d'ici? Je suis ouvrière. Mon mari est mort. Je vais chercher du travail dans mon pays. Vous venez de Paris? Oui, madame. J'ai quitté Paris ce matin à pied. La petite a un peu marché. Oh, pas beaucoup, c'est si jeune. Il a fallu la prendre. Et comment s'appelle votre mioche? Cosette. Quel âge a-t-elle? Elle va sur 3 ans. C'est comme mon aîné. Les enfants comme ça se connaissent tout de suite. Regardez-les. Les voilà conjurées 3 sœurs. Voulez-vous me garder mon enfant? Le garder? Voyez-vous, je ne peux pas emmener ma fille au pays. L'ouvrage ne le permet pas. Avec un enfant, on ne trouve pas à se placer. Ils sont si ridicules dans ce pays-là. C'est le bon Dieu qui m'a fait passer devant votre auberge. Quand j'ai vu vos petites si jolies et si propres et si contentes, ça m'a bouleversée. J'ai dit, voilà une bonne mère. C'est ça, ça fera 3 sœurs. Et puis je serai pas longtemps à revenir. Voulez-vous me garder mon enfant? Il faudrait voir. Qu'en dis-tu, Thénardier? Je donnerai 6 francs par mois. Moins de 7 francs. 6 mois payés d'avance. 6 fois 7, 42. Je les donnerai. Et 15 francs en dehors pour les premiers frais. Total, 57 francs. Je les donnerai, j'ai 80 francs. Il me restera de quoi aller au pays, en allant à pied. Je gagnerai de l'argent là-bas, et dès que j'en aurai un peu, je reviendrai chercher l'amour. La petite a un trousseau? Sans doute, elle a un trousseau, le pauvre trésor. Un beau trousseau encore. Un trousseau insensé, tout par douzaine. Et des robes de soie comme une dame. Il faut le donner. Je crois bien que je le donnerais. Ce serait ça qui serait drôle si je laissais ma fille toute nue. C'est bon. Marché conclu. Vous passerez la nuit à l'auberge. Vous partirez demain matin. En comptant revenir bientôt. Allez, viens, Cosette. Dis donc à la Thénardier. Ça va me payer mon effet de 110 francs. Quel choix de main. Il me manquait 50 francs. Sais-tu que j'aurais eu l'huissier et un protêt? Tu as fait là une bonne souricière avec tes petites. Sans m'en douter. Après avoir laissé sa petite Cosette au Thénardier, Fantine avait continué son chemin et était arrivée à Montreuil-sur-Mer. Personne ne se souvenait plus d'elle. Heureusement, la porte de la fabrique de Monsieur Madeleine était comme un visage ami. Elle s'y présenta et fut admise dans l'atelier des femmes. Le père Madeleine employait tout le monde. Il n'exigeait qu'une chose. Soyez honnête homme, soyez honnête fille. Quand Fantine vit qu'elle vivait, elle eut un moment de joie. Vivre honnêtement de son travail, quelle grâce du ciel. Cela ne dura pas. Certaines personnes sont méchantes uniquement par besoin de parler. Leur conversation est comme ces cheminées qui usent vite le bois. Il leur faut beaucoup de combustible, et le combustible, c'est le prochain. On observa Fantine, on constata que dans l'atelier, au milieu des autres,
Elle se détournait souvent pour essuyer une larme. C'étaient les moments où elle songeait à son enfant. On constata qu'elle écrivait au moins 2 fois par mois, toujours à la même adresse. On fit jaser l'écrivain public, bref, on sut que Fantine avait un enfant. Madame, voici 50 francs de la part de monsieur le maire. Vous ne faites plus partie de l'atelier. Et je vous engage, toujours de la part de monsieur le maire, à quitter le pays. Madame, je vous supplie. Pas un mot. Je vous prie de sortir sur le champ de l'atelier. Fantine partagea les 50 francs entre le propriétaire et le fripier, rendit les 3/4 de son mobilier et se mit à coudre de grosses chemises pour les soldats de la garnison. Elle gagnait 12 sous par jour, sa fille lui en coûtait 10. C'est en ce moment qu'elle commença à mal payer les Thénardier. Elle avait été congédiée vers la fin de l'hiver. L'été se passa, mais l'hiver revint. Jour court, moins de travail. L'hiver, point de chaleur, point de lumière, point de midi, le soir touche au matin, brouillard, crépuscule. La fenêtre est grise, on n'y voit pas clair. Le ciel est un soupirail, toute la journée est une cave. Le soleil a l'air d'un pauvre. L'affreuse saison. Ses créanciers la harcelaient. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Prenez place, je vous prie. Hein, voilà. Oh, les beaux cheveux. Ah, ils vous tombent jusqu'aux reins. Qu'ils sont blonds, qu'ils sont beaux. Combien m'en donneriez-vous? Ces beaux cheveux-là, madame, je vous en donnerai 10 francs. Coupez-les. Mon enfant n'aura plus froid. Je l'aurai habillé de mes cheveux. Voilà, jolie madame, c'est terminé. Oh, c'est horrible. Horrible. Un travail ténébreux se faisait dans le cœur de Fantine. Quand elle vit qu'elle ne pouvait plus se coiffer, elle commença à tout prendre en haine autour d'elle. Elle avait longtemps partagé la vénération de tous pour le père Madeleine. Cependant, à force de se répéter que c'était lui qui l'avait chassée et qu'il était cause de son malheur, elle en vint à le haïr lui aussi, lui surtout. Elle prit un amant, le premier venu, un homme qu'elle n'aimait pas, par bravade avec la rage dans le cœur. C'était un misérable, une espèce de musicien mendiant, un oisif gueux qui la battait et qui la quitta comme elle l'avait pris, avec dégoût. Marguerite, quand je serai riche, j'aurai ma Cosette avec moi. J'aurai ma Cosette avec moi. Il y a une lettre pour vous. Une lettre de Thénardier? Vite, Marguerite, vous ne le disiez pas. Voilà. Mon Dieu, Cosette est malade. Écoutez, Marguerite. Cosette est malade d'une maladie qui est dans le pays. Une fièvre miliaire qu'ils appellent. Il faut des drogues chères. Cela nous ruine et nous ne pouvons plus payer. Si vous ne nous envoyez pas 40 francs avant 8 jours, la petite est morte. Ils sont bons. 40 francs que ça? Ça fait 2 Napoléons. Où veulent-ils que je les prenne? Sont-ils bêtes, ces paysans? Bien, poudre et élixir, râtelier complet, incomplet, du haut, du bas et du côté. Ben, vous avez de jolies dents, la fille qui riait là. Si vous voulez me vendre vos 2 palettes, je vous donne de chaque un Napoléon d'or. Qu'est-ce que c'est que ça, mes palettes? Ben, c'est les dents de devant, les 2 d'en haut. Quelle horreur! Comprenez-vous cela, Marguerite? Ne voilà-t-il pas un abominable homme? M'arracher les 2 dents de devant. Mais je serais horrible. Les cheveux repoussent,
Mais les dents! Oh, le monstre d'homme! Et qu'est-ce qu'il offrait? De Napoléon. Ah, mais ça fait 40 francs. Oui, cela fait 40 francs. Qu'est-ce que c'est donc que cela, une fièvre miliaire? Savez-vous? Oui, c'est une maladie. Ça a donc besoin de beaucoup de drogue? Des drogues terribles. Où ça vous prend-il? C'est une maladie qu'on a comme ça. Cela attaque donc les enfants? Surtout les enfants. Est-ce qu'on en meurt? Très bien. Le lendemain, les 2 dents étaient arrachées. Fantine envoya les 40 francs à Montfermeil. Du reste, c'était une ruse des Thénardier pour avoir de l'argent. Cosette n'était pas malade. Fantine jeta son miroir par la fenêtre. Elle avait perdu la honte, elle perdit la coquetterie. Dernier signe, elle sortait avec des bonnets sales. Soit faute de temps, soit indifférence, elle ne raccommodait plus son linge. À mesure que les talons s'usaient, elle tirait ses bas dans ses souliers. Les gens auxquels elle devait lui faisaient des scènes et ne lui laissaient aucun repos. Elle les trouvait dans la rue, elle les retrouvait dans son escalier. Elle passait des nuits à pleurer et à songer. Elle avait les yeux très brillants et elle sentait une douleur fixe dans l'épaule vers le haut de l'omoplate gauche. Elle toussait beaucoup. Elle haïssait profondément le père Madeleine et ne se plaignait pas. Elle cousait 17 heures par jour. Mais un entrepreneur du travail des prisons, qui faisait travailler les prisonniers au rabais, fit tout à coup baisser les prix, ce qui réduisit la journée des ouvrières libres à 9 sous. 17 heures de travail et 9 sous par jour. Ses créanciers étaient plus impitoyables que jamais. Elle se sentait traquée et il se développait en elle quelque chose de la bête farouche. Vers le même temps, le Thénardier lui écrivit que, décidément, il avait attendu avec beaucoup trop de bonté et qu'il lui fallait 100 francs, tout de suite. Sinon, qu'il mettrait à la porte la petite Cosette, toute convalescente de sa grande maladie, par le froid, par les chemins, et qu'elle deviendrait ce qu'elle pourrait, et qu'elle crèverait si elle voulait. 100 francs? Mais où y a-t-il un État à gagner 100 sous par jour? Allons, vendons le reste. L'infortunée se fit fille publique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Fantine? C'est la société achetant une esclave. À qui? À la misère, à la faim, au froid, à l'isolement, à l'abandon, au dénuement. Marché douloureux, une âme pour un morceau de pain. La misère offre, la société accepte. La sainte loi de Jésus-Christ gouverne notre civilisation, mais elle ne la pénètre pas encore. On dit que l'esclavage a disparu de la civilisation européenne, c'est une erreur. Il existe toujours, mais il ne pèse plus que sur la femme et il s'appelle prostitution. Il pèse sur la femme, c'est-à-dire sur la grâce, la faiblesse, sur la beauté, sur la maternité. Ce n'est pas une des moindres hontes de l'homme. Au point de ce douloureux drame où nous sommes arrivés, il ne reste plus rien à Fantine de ce qu'elle a été autrefois. Elle est devenue marbre en devenant boue. Qui la touche a froid. Elle passe, elle vous subit et elle vous ignore. Elle est la figure déshonorée et sévère. La vie et l'ordre social lui ont dit leur dernier mot. Il lui est arrivé tout ce qui lui arrivera. Elle a tout ressenti, tout supporté, tout éprouvé, tout souffert, tout perdu, tout pleuré. Elle est résignée de cette résignation qui ressemble à l'indifférence, comme la mort ressemble au sommeil. Elle n'évite plus rien.
Elle ne craint plus rien, tombe sur elle toute la nuée et passe sur elle tout l'océan, que lui importe. C'est une éponge imbibée. Elle le croit, du moins. Mais c'est une erreur de s'imaginer qu'on épuise le sort et qu'on touche le fond de quoi que ce soit. Hélas, qu'est-ce que c'est que toutes ces destinées ainsi poussées pêle-mêle? Où vont-elles? Pourquoi sont-elles ainsi? Celui qui sait cela voit toute l'ombre. Il est seul. Il s'appelle Dieu. Huit ou 10 mois après ce qui vient d'être raconté, vers les premiers jours de janvier 1823, un soir qu'il avait neigé, un élégant de Montreuil-sur-Mer se divertissait à harceler une créature qui rôdait, en robe de bal, et toute décolletée, avec des fleurs sur la tête, devant la vitre du café des officiers. Chaque fois que cette femme passait devant lui, il lui jetait, avec une bouffée de la fumée de son cigare, quelque apostrophe qu'il croyait spirituelle et gaie. La femme, triste spectre paré qui allait et venait sur la neige, ne lui répondait pas, ne le regardait même pas, et n'en accomplissait pas moins en silence, et avec une régularité sombre sa promenade qui la ramenait de 5 minutes en 5 minutes, sous le sarcasme, comme le soldat condamné qui revient sous les verges. Ce peu d'effet piqua sans doute l'oisif, qui, profitant d'un moment où elle se retournait, s'avança derrière elle à pas de loup, et, en étouffant son rire, se baissa, prit sur le pavé une poignée de neige, et la lui plongea brusquement dans le dos entre ses 2 épaules nues. La fille, poussant un rugissement, se tourna, bondit comme une panthère, et se rua sur l'homme, lui enfonçant ses ongles dans le visage, avec les plus effroyables paroles qui puissent tomber du corps de garde dans le ruisseau. C'était La Fantine. Tout à coup, un homme de haute taille sortit vivement de la foule, saisit la femme à son corsage de satin, couvert de boue, et l'entraîna au bureau de police. Cet homme était Javert. Sergent, menez cette fille au bloc. Tu en as pour 6 mois. 6 mois? 6 mois de prison? 6 mois à gagner 7 sous par jour? Mais que deviendra Cosette? Ma fille. Ma fille. Mais je dois encore plus de 100 francs au Thénardier, monsieur l'inspecteur. Savez-vous cela? Je vous assure que j'ai pas eu tort. C'est ce monsieur le bourgeois que je ne connais pas qui m'a mis de la neige dans le dos. Ça m'a saisi. Je suis un peu malade, voyez-vous. Puis il y avait déjà un peu de temps qui me disait des raisons. T'es laid, t'as pas de dents. Je le sais bien que je n'ai plus mes dents. Je ne faisais rien, moi. Je disais, c'est un monsieur qui s'amuse. Faites-moi grâce pour aujourd'hui, cette fois, monsieur Javert. Ma Cosette. Oh, mon petit ange de la bonne Sainte Vierge. Qu'est-ce qu'elle deviendra, pauvre loup? Ne me mettez pas en prison. Voyez-vous, c'est une petite qu'on mettrait à même sur la grande route. Va comme tu pourras, en plein cœur d'hiver. Il faut avoir pitié de ces choses-là, mon bon Javert. Si c'était plus grand, ça gagnerait sa vie, mais ça ne peut pas à ces âges-là. Mais je ne suis pas une mauvaise femme, au fond. Ce n'est pas la lâcheté et la gourmandise qui ont fait de moi ça. J'ai plus de l'eau de vie. C'est par misère. Je l'aime pas, mais ça étourdit. Ayez pitié de moi, monsieur Javert. Allons. Je t'ai écouté. As-tu bien tout dit? Marche à présent. Tu as tes 6 mois, le Père éternel en personne n'y pourrait plus rien. Grâce. Sergent, emmenez-la. Grâce. Un instant, s'il vous plaît. Pardon, monsieur le maire, je ne vous avais pas vu entrer. Ah. C'est donc toi qui es monsieur le maire.
Misérable! Inspecteur Javert, mettez cette femme en liberté. En liberté? En liberté? Qu'est-ce qui a dit ça? Il n'est pas possible qu'on ait dit ça. J'ai mal entendu. Ça ne peut pas être ce monstre de mer. Est-ce que c'est vous, mon bon monsieur Javert, qui avez dit qu'on me mette en liberté? Oh, voyez-vous, je vais vous dire, et vous me laisserez aller. C'est ce vieux gredin de mer qui est cause de tout. Figurez-vous, monsieur Javert, qui m'a chassé. À cause d'un tas de gueuses qui tiennent des propos dans l'atelier. Si c'est pas là une horreur. Renvoyer une pauvre fille qui fait honnêtement son ouvrage. Alors j'ai pu gagner assez. Et tout le malheur est venu. Moi, j'avais ma petite Cosette. J'ai été bien forcée de devenir une mauvaise femme. Vous comprenez à présent que c'est ce gueux de mer qui a fait tout le mal? Combien avez-vous dit que vous deviez? Est-ce que je parle à toi? Dites donc, vous autres. Avez-vous vu comme je te lui ai craché la figure? Oh, vieux scélérat de mer. Tu viens ici pour me faire peur. Mais j'ai pas peur de toi. Les enfants. Monsieur l'inspecteur a dit qu'on me lâche. Je m'en vais. Sergent, vous ne voyez pas que cette drôlesse s'en va? Qui est-ce qui vous a dit de la laisser aller? Moi. Monsieur le maire, cela ne se peut pas. Comment? Ça est une malheureuse à insulter un bourgeois. Inspecteur Javert, écoutez. Vous êtes un honnête homme, et je ne fais nulle difficulté de m'expliquer avec vous. Voici le vrai. Je passais sur la place comme vous emmeniez cette femme. Il y avait encore des groupes, et je me suis informé. J'ai tout su. C'est le bourgeois qui a eu tort, et qui, en bonne police, eût dû être arrêté. Cette misérable vient d'insulter monsieur le maire. Cela me regarde. Mon injure est à moi, peut-être. J'en puis faire ce que je veux. Je demande pardon à monsieur le maire. Son injure n'est pas à lui, elle est à la justice. Inspecteur Javert, la première justice, c'est la conscience. J'ai entendu cette femme, je sais ce que je fais. Et moi, monsieur le maire, je ne sais pas ce que je vois. Alors contentez-vous d'obéir. J'obéis à mon devoir. Mon devoir est que cette femme fasse 6 mois de prison. Écoutez bien ceci. Elle n'en fera pas un jour. Je suis au désespoir de résister à monsieur le maire, c'est la première fois de ma vie, mais il daignera me permettre de lui faire observer que je suis dans la limite de mes attributions. Je reste, puisque monsieur le maire le veut, dans le fait du bourgeois. J'étais là. C'est cette fille qui s'est jetée sur monsieur Bamatabois, qui est électeur et propriétaire de cette belle maison à balcon qui fait le coin de l'esplanade, à 3 étages et tout en pierre de taille. Enfin, il y a des choses dans ce monde. Quoi qu'il en soit, monsieur le maire, cela, c'est un fait de police de la rue qui me regarde. Et je retiens la femme Fantine. Le fait dont vous parlez est un fait de police municipale. Au terme des articles 9, 11, 15 et 70 du Code d'instruction criminelle, j'en suis juge. J'ordonne que cette femme soit mise en liberté. Mais, monsieur le maire... Je vous rappelle à vous l'article 81 de la loi du 13 décembre 1799 sur la détention arbitraire. Monsieur le maire, permettez... Plus un mot. Pourtant... Sortez. Fantine, je vous ai entendu. Je ne savais rien de ce que vous avez dit. Je crois que c'est vrai. Et je sens que c'est vrai. J'ignorais même que vous eussiez quitté mes ateliers. Pourquoi ne vous êtes-vous pas adressé à moi? Mais voici. Je paierai vos dettes. Je ferai venir votre enfant, où vous irez le rejoindre. Vous vivrez ici, à Paris, où vous voudrez. Je me charge de votre enfant et de vous. Vous ne travaillerez plus si vous voulez. Je vous donnerai tout l'argent qu'il vous faudra. Vous redeviendrez honnête en redevenant heureuse. Et même, écoutez, je vous le déclare dès à présent, si tout est comme vous le dites, et je n'en doute pas, vous n'avez jamais cessé d'être vertueuse et sainte devant Dieu. Oh, pauvre femme. Relisons Les Misérables de Victor Hugo. C'était aujourd'hui le 2e chapitre. En l'année 1817, confié, c'est quelquefois livré, La descente, Javert. Découpage radiophonique de Roger Pilaudin. Avec George Wilson, Monsieur Madeleine, Catherine Lecoué, Fantine,
Georges Chamaras, sociétaire de la Comédie Française, Thénardier. Jean-Roger Cossimon, Javert. Dominique Paturel, Tholomyès. Margot Lion, La Thénardier. Avec Roger Pelletier, Jacques Fonson, Dominique Page, Ignès Nazaris, Sacha Briquet, Claudine Delmas, Robert Chandeau, Charlotte Clasis, Bruno Balp et, dans le rôle de Victor Hugo, Jean Villard. Chef opérateur du son Jacques Boisse, collaboration technique Claude Oberlé, bruitage Jean Berriac, assistante Suzanne David. Réalisation Henri Soubéran.